Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans À l'air libre. Nous sommes le 16 novembre 2020 au sommaire de cette émission. La loi sur la sécurité globale arrive demain à l'Assemblée nationale, texte voulu par le gouvernement et les syndicats de police majoritaires qui limite notamment la capacité de diffuser les visages des policiers, texte de protection ou texte liberticide. On en parle avec nos invités Pascal Pascariello, journaliste à Mediapart, et la députée LREM Fiona Lazard. Et puis avec René Balkman, notre consultant international, retour sur la politique internationale d'Emmanuel Macron, politique, nous dit-il, des coups d'éclat aux résultats peu probants. Bienvenue dans À l'air libre, épisode 28, saison 2. Ce mardi commence à l'Assemblée nationale l'examen de la loi dite sécurité globale, une loi qui généralise, on y reviendra, l'usage des caméras embarquées pour les policiers, la généralisation des drones de surveillance, interdite à ce stade par le Conseil d'État, mais la disposition peut-être la plus contestée, son article 24, qui punit de 1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Le fait de diffuser, je cite, on y va, c'est un peu long, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un fonctionnaire de la police nationale ou d'un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu'il agit dans le cadre d'une opération de police. Voilà, j'y suis arrivé. Alors, loi souhaitée par les syndicats de policiers majoritaires et défendue par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, au nom de leur sécurité. Parce que la police de la République, elle doit être à visage découvert. C'est la police de la République. Et en même temps, mon travail, c'est de protéger dans leur vie personnelle, quand ils ont sorti leur uniforme et qu'ils sont avec leurs femmes, leurs enfants, leurs maris, lorsqu'ils sont au supermarché ou lorsqu'ils sont en week-end, des policiers et des gendarmes qui, sans cesse, se font agresser. Il y a aujourd'hui des policiers et des gendarmes qui sont constamment menacés dans leur vie personnelle. Des appels au viol sur des policières ou des gendarmes qui font des interventions, par exemple. Des policiers qui sont reconnus parce que leur image a été diffusée. Je ne parle pas des journalistes, je parle de gens qui prennent dans la rue une vidéo d'un policier ou d'un gendarme qui est en intervention, parfois qui n'est même pas en intervention. Gérald Darmanin qui souhaite même que les images de policiers diffusées sur les réseaux sociaux, y compris donc dans l'exercice de leur métier, et si on a bien compris, vous allez le voir, y compris par des journalistes, soient floutées. Si vous voyez un problème qui relève du code pénal... Est-ce que j'ai le droit de le filmer et de le diffuser ? Alors vous aurez le droit de le filmer et de le transmettre au procureur de la République, qui est le seul, à mon avis, à faire ces poursuites. Donc je n'ai plus le droit de le diffuser sur un réseau social. Si vous voulez le diffuser sur Internet de façon sauvage, pardon de le dire comme ça, vous devrez faire flouter les visages des policiers et des gendarmes. Une disposition, le floutage qui n'est pas à ce stade dans le texte de loi, rappelons-le, on va en parler. Avec nous pour en parler, donc Pascal Pascariello, bonjour. Bonjour. Tu es journaliste à Mediapart, tu suis le dossier des violences policières pour Mediapart, et la députée LREM Fiona Lazard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous avons sollicité une dizaine de vos collègues du groupe LREM, dont la rapporteure Alice Thourot, l'ancien ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, plusieurs membres de la commission des lois, dont sa présidente Yaël Braun-Pivet. Et soit ils ne nous ont pas répondu, soit ils n'étaient pas disponibles. Ils avaient tous visiblement piscine ou autre chose à faire. Merci d'être là, donc en tout cas, pour répondre à nos questions. On l'a vu, Gérald Darmanin veut contraindre les citoyens, mais aussi visiblement les journalistes, si on comprend bien, à flouter les visages et éléments d'identification des policiers. Il n'est d'ailleurs pas très précis en fait, sur ce que les journalistes pourront faire ou pas, on l'a vu. On va essayer de se parler franchement, Fiona Lazard. On est nombreux, je pense, certains journalistes, mais beaucoup de journalistes, mais aussi des ONG, des associations, à se dire que ce gouvernement et sa majorité veut tout simplement rendre plus difficile le fait de rendre compte des violences policières qui sont filmées par des journalistes. Est-ce que vous voulez imposer la censure ? Certainement pas. L'objectif de ce texte, c'est bien de protéger les policiers qui peuvent être menacés dans leur vie privée suite à des interventions et suite à la diffusion de leur image dans le but de nuire. Et vous l'avez lu, l'article de loi qui est proposé par mes collègues Fauvergue et Thourot ne parle absolument pas de flouter les images. C'est ce que dit le ministre de l'Intérieur. C'est ce que dit le ministre de l'Intérieur, mais c'est une proposition de loi qui est portée par les parlementaires, ça n'est pas inscrit dans la loi, et nous n'avons pas vocation à l'inscrire dans la loi. Donc les députés de la majorité refuseront le floutage ? À ce stade, en tout cas, de mon point de vue et de ma connaissance, le groupe ne souhaite pas inscrire cela dans le texte. Si ça avait été le cas, ça aurait déjà été inscrit dans le texte. Ce n'est pas le cas. Nous souhaitons bien évidemment que les journalistes puissent continuer à faire leur travail, qu'ils puissent continuer à filmer les interventions de police. Nous devons aussi permettre aux citoyens de continuer de filmer comme ils le font aujourd'hui et de les diffuser s'ils le souhaitent. Tout cela n'est pas interdit par ce texte de loi. Ce qui est interdit par cet article,
Ce qui serait interdit par cet article, c'est le fait de diffuser ces images en relevant des éléments de nature personnelle dans un but de nuire à l'intégrité physique ou psychique de ces policiers, de ces gendarmes. C'est bien cela qui est visé. Ce n'est pas de publier une intervention de police, une bavure policière. Tout cela, il faudra le dénoncer. Donc des menaces directes sur les personnalités des policiers, si on comprend bien ce que vous nous dites. Pascal, avec toi, revenons sur le détail de cette loi. On a entendu les arguments de Gérald Darmanin, protéger les policiers dans leur vie personnelle, c'est aussi ce que dit Sonia Lazare. Une demande des syndicats majoritaires de longue date. Toi, tu as écrit il y a quelques jours sur Mediapart que cette loi sécurité globale va renforcer l'impunité des policiers. Pascal, qu'est-ce qui doit nous alarmer dans ce texte ? Alors, tout doit nous alarmer dans ce texte. Et d'ailleurs, petite parenthèse, il n'y a aucun chiffre de donner et de préciser sur les attaques des policiers. Ça, le ministre de l'Intérieur ne donne aucune précision sur ces agressions de policiers. Il faudra peut-être un jour en donner. Et ensuite, concernant le texte, évidemment qu'il va falloir flouter. Comment vous les rendre non identifiables en policier sans le flouter ? Donc oui, il va y avoir une obligation de flouter et voir... Mais il est inscrit dans le texte qu'il ne faudra pas rendre identifiable, que le policier ne devra pas être identifié. Donc, on fait comment ? Dans le but qu'il soit porté à son intégrité physique ou psychique. Donc, c'est bien avec cette condition-là. Vous donnez, permettez-moi, et je vous en remercie, vous donnez le deuxième élément qui pose problème dans ce texte, c'est-à-dire cette notion très floue dans l'intention de nuire à son intégrité physique ou psychique. Et c'est ce que relèvent d'ailleurs tous les observateurs, les avocats, les journalistes. C'est évidemment très vague et c'est ça qui pose problème. Donc, in fine, on ne pourra plus filmer ni diffuser un policier sans le flouter et donc on va devoir rendre invisibles les violences policières. C'est ce que ce texte, évidemment, invite à faire. Je vous donne la parole après, mais sur ces inquiétudes, justement, dont tu parles, et inquiétudes également de la Défenseure des droits, Claire Hédon, dans un avis publié le 3 novembre, elle écrit les termes employés par cette disposition, justement celle dont on parle, dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, sont bien trop imprécis, dit-elle, pour ne pas entrer en contradiction avec le principe de l'égalité des délits et des peines. Elle souligne aussi l'importance du caractère public de l'action des forces de sécurité, qui permet son contrôle démocratique, et elle note que, dans certains cas, des mesures de protection sont déjà prévues par la loi pour les forces de sécurité. Pascal, est-ce que ces mesures de protection, d'abord, quelles sont-elles, rapidement, et est-ce qu'elles garantissent déjà une protection pour, dans le cas qui semble être cité par Gérald Darmanin, c'est-à-dire le policier dans sa vie privée qui se ferait agresser parce qu'il y aurait eu des menaces sur les réseaux sociaux? Oui, ces mesures existent déjà. Elles ont même été rappelées dans une circulaire en 2008 par le ministre de l'Intérieur de l'époque. Quelles sont-elles? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout citoyen ou tout journaliste peut filmer et diffuser les images d'un policier dans l'exercice de sa mission lorsqu'il est dans l'espace public, sauf s'il y a diffamation, sauf s'il y a appel à la haine, sauf s'il y a une atteinte à sa dignité. Et il est obligatoire de le flouter s'il fait partie, par exemple, des services de lutte contre le terrorisme ou de lutte contre le grand banditisme. Donc, en fait, il y a déjà tout un arsenal, j'allais dire, qui existe pour protéger le policier. Et je veux pour preuve, en 2011, Claude Guéant, qui a fait interdire un site sur lequel alors ministre de l'Intérieur, qui fait interdire un site où il y a justement la diffusion d'images de policiers qu'on peut identifier, mais avec des messages qu'ils jugent justement dangereux pour eux, pour leur vie personnelle et qui appellent à la haine. Ce site a été interdit. Donc, si vous voulez, il y a déjà toute une protection pour les policiers. Si ça existe déjà, pourquoi fallait-il un nouveau texte? Non, clairement, il y a une protection, mais on le voit très clairement aujourd'hui. On a des policiers, même si ce n'est pas chiffré, vous avez raison, on a des policiers qui se font menacer, on a des policiers qui se font violenter, et cela tous les jours. Et le développement des réseaux sociaux, le développement de ce réflexe que peuvent avoir les manifestants, les citoyens, de filmer les interventions de police, qu'ils doivent continuer. Moi, vraiment, je ne suis absolument pas défavorable à ça. Ça ne fait que se développer finalement des messages qui peuvent inciter à la haine, qui peuvent viser vraiment à nuire à l'intégrité de ces policiers. Et c'est cela que nous souhaitons renforcer par cet article dans cette proposition de loi. Après, il y a la façon dont c'est écrit. Si l'objectif, moi je le partage à 100%, il faut qu'on donne davantage de moyens de protéger les policiers. Mais vous voulez l'écrire différemment. Telle qu'elle est inscrite aujourd'hui dans la proposition de loi peut paraître parfois assez flou. On parlait de la question des
l'intégrité psychique qui était relevée notamment par la défenseure des droits. Je pense que c'est peut-être un sujet sur lequel il faut qu'on réfléchisse à retravailler à une certaine écriture. Et puis peut-être aussi qu'il faut que dans ce texte, puisque nous en débattons demain et que nous allons y passer quelques jours, et c'est toujours l'occasion de déposer des amendements et de faire évoluer ce texte, que l'on puisse bien inscrire clairement la liberté d'informer et que les citoyens, les journalistes, même avec cette disposition, puissent continuer d'informer les citoyens. Oui, là on est dans le flou. Gérald Darmanin qui répond à ce journaliste de France Info. Le journaliste lui dit: est-ce que je pourrais diffuser des images de violences policières? Il dit: vous pourrez les enregistrer et les transmettre au procureur de la République. C'est quand même une négation du droit d'informer. C'est absolument pas ce qui est inscrit aujourd'hui dans le texte. Peut-être qu'il y aura des amendements qui iront en ce sens. Je ne pense pas que nous les soutiendrons. En tout cas, Jean-Michel Fauvergue et Alice Toureau, les rapporteurs, s'y sont opposés ce week-end dans la presse. Donc voilà. Il y aura certainement des amendements en ce sens. Je pense qu'il faut que nous nous y opposions. Alors Pascal, on va prendre un ou deux exemples. Au début du quinquennat, on se rappelle d'Alexandre Benalla, ce garde du corps d'Emmanuel Macron qui s'était infiltré parmi les policiers le 1er mai 2018, qui a brutalisé un manifestant, on le voit là au milieu, avec son sweat et son casque, en train vraiment de manifester, de brutaliser un manifestant. Scandale d'État couvert par l'Élysée. Pascal, avec cette loi sur la sécurité globale, l'affaire Benalla, qui était un scandale d'État, aurait-elle existé? Non, absolument pas. Cette affaire aurait été complètement enterrée, invisible. Gérald Darmanin répond: oui, mais Benalla, c'était pas un policier, donc en fait, on aurait pu quand même. C'est justement pour ça que cette affaire a eu lieu. C'est parce qu'il se permet, déjà ce qu'un policier ne devrait pas se permettre, des violences sur un manifestant, mais de surcroît, il n'est pas policier, il est collaborateur du président. Et ça, si on n'avait pas pu filmer à visage découvert Alexandre Benalla, l'affaire n'aurait pas pu exister, on n'aurait pas pu l'identifier ensuite. Parce qu'on aurait pu imaginer que, par exemple, si la loi était passée, un journaliste, par exemple, ne filme pas cette scène, et donc le scandale d'État de l'affaire Benalla n'aurait pas été révélé. Complètement, ou alors met un floutage, Exactement. Le floute. Mais bien sûr, est-ce qu'à cette époque-là, c'était Abouaf qui le filme? Oui, je me souviens. Excusez-moi, je fais une parenthèse qui est quand même importante. Il le filme, il n'est pas journaliste à ce moment-là. Et il appelle, il y a même un message sur ses tweets pour dire: regardez bien ce policier, regardez bien son visage. Aujourd'hui, si cette loi passe, c'est un appel à la haine. C'est une incitation, bien sûr, c'est une incitation à une atteinte psychique. Je veux dire que ou la façon physique. dont la loi est écrite peut faire en sorte que ce soit conçu, ce soit interprété comme une attaque directe contre le policier. Tout ça sera entre les mains du juge. Tout ça sera entre les mains du juge. Et le juge devra juger si oui ou non c'était une volonté manifeste de nuire à l'intégrité de ce policier qui n'en était pas oui, mais un. entre-temps, il y a le travail d'information, il y a le travail des citoyens qui filment. C'est nécessaire. Et M. Bouafs, lorsqu'il fait cette interpellation, c'est pour qu'on cherche à reconnaître qui est cette personne et que derrière puissent être prises les mesures. Absolument. Ce sont des journalistes, excusez-moi, ce sont des journalistes qui révèlent cette affaire. Bien sûr. Ce n'est pas la justice. Mais c'est normal. Rappelons que souvent, des procureurs, en cas de violence policière, classent l'affaire sans suite. Il s'agit là de journalistes et il est nécessaire que les journalistes puissent avoir accès à cette information le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, dès le début des violences policières, je rappelle aussi que le fait de diffuser rapidement des images de violences policières permettent aujourd'hui à des avocats de faire de lancer un appel à témoins, et ça permet de soutenir surtout l'accès à la justice aux victimes des violences policières. Et ça permet à des affaires comme celle de Benalla d'être révélées. Il n'est absolument pas inscrit dans ce texte de loi qu'il sera interdit de diffuser ces images. Il va être interdit de les diffuser si il y a une intention de nuire à l'intégrité physique ou psychique du policier en question. Donc cette intention-là, un journaliste, le travail d'un journaliste, son intention, ce n'est pas de nuire à l'intégrité physique ou psychique, non, c'est d'informer, c'est de dénoncer, ce n'est pas de menacer, de violenter, d'appeler à la haine. Excusez-moi, c'est ça le travail du journaliste ou du citoyen ou du lanceur d'alerte. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question? Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas allé en manifestation? Oh, ça fait quelque temps. Voilà. Si vous allez en manifestation, que vous soyez citoyen ou journaliste, aujourd'hui, déjà, avant même que votre loi passe, il y a des policiers qui viennent et qui vous demandent d'arrêter de filmer, qui vous incitent à le faire. Quand ils sont armés, excusez-moi, c'est un peu dissuasif. Et évidemment, on préfère ne pas filmer. Ou alors, ils le font de façon violente. L'intimidation existe déjà et elle sera si c'est fait de manière violente, ce n'est pas normal. Mais ce n'est pas normal, excusez-moi, mais c'est justement ce qui est dit depuis maintenant plus de 2 ans par les journalistes. Et ça existe déjà. Si cette loi passe, les policiers pourront aller jusqu'à le saisir
directement, sans vous poser de questions, pour vérifier. Et qu'est-ce que vous faites de cette image? Est-ce que vous la diffusez directement sur les réseaux sociaux en direct, comme on le fait? Donc on a le droit, on aura toujours le droit avec ce texte de diffuser des images en direct sur les réseaux Quelle est la garantie sociaux. dans ce texte, qui par ailleurs est très flou, de ce droit-là d'informer au déjà, sens large des citoyens comme non, des mais journalistes? typiquement, enfin, c'est un amendement qu'on va proposer aussi pour renforcer, pour lever le doute, parce que visiblement, il persiste un C'est le moins qu'on doute puisse sur dire. cette question-là. Mais non, mais si on lit le texte comme vous l'avez lu tout à l'heure, je pense que les choses sont quand même assez claires. Il n'est absolument pas question de flouter, il n'est absolument pas question d'interdire la diffusion, il n'est pas question de reporter la diffusion pour que ça ne soit pas fait en direct. Ce qui est interdit, c'est de filmer et de transmettre ces images dans le but de nuire. Voilà ce qui est interdit. Alors après, peut-être qu'il va être difficile de qualifier l'intention de nuire, et c'est là que le juge aura son rôle à jouer. Et moi, j'ai parfaite confiance dans la justice pour traiter cela. Alors justement, on va continuer sur ce dossier, puisque tu as parlé de cas où justement les policiers ne voulaient pas être filmés, où ça provoquait des tensions. On en a eu un exemple dramatique au début de l'année, l'affaire Cédric Chouviat. C'est cet homme victime d'une clé d'étranglement le 3 janvier 2020 lors d'un contrôle policier à Paris, décédé à la suite de ce contrôle de police. Tu as beaucoup travaillé sur ce sujet, révélé beaucoup de choses dans cette affaire. On le voit de dos, Cédric Chouviat avec son casque et son pantalon clair, alors qu'il va être arrêté par les policiers. C'est toi qui l'avais révélé, Pascal, cette vidéo 2 jours après sa mort. On voit un policier qui pratique une clé d'étranglement, Cédric Chouviat à terre qui tente de se débattre, et puis bientôt ses jambes qui ne bougent plus. Alors dans cette vidéo, on ne voit pas directement le visage des policiers, donc a priori ce genre d'image pourrait toujours être diffusé. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il y a quelques jours, Pascal, tu as révélé dans cet article-là qu'on va voir s'afficher une autre vidéo filmée par les policiers qui ont participé à l'arrestation de Cédric Chouviat. Et d'après ce qu'on voit sur ces images, eh bien, l'insistance de Cédric Chouviat à filmer les policiers qui étaient en train de l'arrêter, c'est ça qui a fait que les choses se sont envenimées. C'est interdit, là, vous allez en garde à vue. Je suis pas sur Internet. Ah bah je sais pas, c'est vous qui dites. C'est la dame qui s'approche. Vous m'approchez pas, vous ne m'approchez pas. J'ai rien fait, vous n'avez pas le droit de me Reculez, on a une distance sécurité, on a c'est des quoi la armes. distance? Bah c'est là, bras. Ah, c'est un bras, bah là il y a 2 bras. Un bras, oui, le vote ça serait 3. On se croit en maternelle, en primaire. Oh, il y a 2 bras, oh mon Dieu! Et donc voilà, quelques minutes après les images qu'on a vues, il y a cette clé d'étranglement, et 2 jours après, Cédric Chouviat qui meurt. L'avocat de Cédric Chouviat, Ariel Halimé, a dit « Cédric Chouviat a été tué parce qu'il filmait la police ». Ça a contribué, en tout cas. Et effectivement, quand on regarde, parce que les vidéos sont assez longues, le ton monte, les policiers le poussent à plusieurs reprises. La policière, d'ailleurs, se trompe allègrement en disant qu'il n'a pas le droit de diffuser. Évidemment qu'il a le droit de diffuser. Et qui plus est, heureusement qu'il filme. Parce qu'aujourd'hui, son téléphone est sous scellé, mais a apporté la preuve que les policiers sont sur lui, à 7 reprises, il dit « j'étouffe ». Et ce sont des sons qui sont issus de l'enregistrement de son téléphone. Avec votre loi, encore une fois, ces éléments de preuve qui sont plus que primordiaux dans l'affaire de Cédric Chouviat n'existeraient pas. Pourquoi? Parce que les policiers, lorsqu'ils ouvrent son téléphone, se permettraient de le saisir, son téléphone, et de lui interdire de filmer. Et votre loi va pouvoir permettre ça, et va pouvoir, à des affaires aussi importantes que le décès d'un homme à cause d'une clé d'étranglement, à ne plus exister, à être passé sous silence. Et on pourra justement reprendre, entre guillemets, la fausse communication du préfet dans les premières heures du décès de Cédric Chouviat et dire « Ah, mais il s'est rebellé, il a fallu le maîtriser et il est mort d'un malaise cardiaque. » Encore une fois, donc, est-ce que vous répondez à ça? Non, c'est une histoire assez terrible. Et enfin voilà, j'ai vu ces images aussi et j'en partage d'émotions. On voit que le rôle de la vidéo est important. On voit que les personnes qui étaient autour ont joué un rôle en filmant. Ils ont apporté des preuves. Cédric Chouviat lui-même a apporté des preuves en filmant. Et tout cela, on ne doit pas l'interdire. On voit que surtout les policiers étaient très énervés par le fait qu'ils filment et que ça participait à l'augmentation de la tension. Oui, tout à et que fait. ce texte semble répondre à ce genre de demande des policiers. Les policiers sont effectivement très énervés dans cette vidéo liée à ça. Et ça, je ne vais absolument pas les excuser pour ça. Mais il faut se rendre compte aussi que les policiers sont entravés dans leur mission régulièrement par des personnes qui se mettent en travers de leur chemin et qui les empêchent de faire ce pourquoi ils sont missionnés. Les policiers sont entravés depuis 5 ans alors qu'on est dans un déferlement de violences policières qu'on a quand même rarement vu dans ce pays. Je ne dis pas qu'ils sont entravés de manière générale, mais ça arrive qu'ils soient entravés dans leur mission lorsqu'ils sont sur des missions sur le terrain, dans les manifestations ou des missions de police secours, qu'il y ait des personnes qui viennent
les filmer et déranger leur mission, ça arrive. Ici, ce n'est a priori pas le cas, c'est autre chose. Les preuves, elles sont utiles et ce texte de loi doit pouvoir continuer de permettre de recueillir des preuves de ce type. Alors, 24 sociétés de journalistes, dont Mediapart, ont dénoncé conjointement cette loi. L'article 24 de la future loi sécurité globale, écrivent-elles, menace la liberté d'informer et elle précise, ce sont, un peu comme tu dis Pascal, bien sûr, ce sont les vidéos exposant les violences commises par les forces de l'ordre qui ont permis d'inscrire ce sujet dans le débat démocratique, qu'elles aient été tournées par des journalistes titulaires ou non d'une carte de presse, par des citoyens ou des militants. Parmi ces journalistes qui travaillent sur le terrain, il y a des gens comme toi, Pascal, à Mediapart, et d'autres qui écument les manifestations au plus près des interactions avec la police, comme Taha Bouafs, Gaspard Glantz, Clément Lano et bien d'autres, on peut citer leurs noms. Avec Youmnik et Zouf, nous avons rencontré l'un d'entre eux. Il s'appelle Yanis, il est membre du collectif de photographes indépendants La Meute. Ce collectif est de toutes les manifestations depuis 5 ans. Loi travail, manifestation contre la réforme des retraites, Gilets jaunes. Nous l'avons rencontré samedi matin devant le lycée Balzac dans le 17e arrondissement de Paris. Il y avait là 70 lycéens mobilisés pour de meilleures conditions sanitaires dans les lycées, sous bonne surveillance d'une grosse dizaine de policiers et de plusieurs agents civils. Nous lui avons demandé à Yanis ce que cette loi va changer concrètement dans son travail. Le premier truc que je me dis, c'est en fait à quoi il sert. À quoi servent ces articles, en quoi ça va davantage les protéger. Parce que bon, là, on est avec la période des masques, donc déjà on ne les reconnaît pas, premièrement. Et puis surtout, en fait, on en a vu des images de manifestations, des images même dans des quartiers, où en fait, on a des flics qui sont cagoulés, qui ont leur visière baissée. C'est déjà impossible de reconnaître leur visage. Bon, là, on était en train de faire cette interview et juste quand on a parlé, dans le champ, il y avait 2 policiers qui se sont déplacés. Je ne sais pas si, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de choses. Moi, ce que je me demande, c'est de quoi ils ont peur, en fait. On a quand même des agents, là, bon, ils ont un pistolet à la ceinture, une matraque. Ils ne sont pas en tenue de maintien de l'ordre, mais quand c'est le cas, ils ont un casque. Ils ont des protections en tout genre à des endroits que je ne comprends même pas. Et nous, on est armés de rien d'autre que de nos caméras, en fait. Donc moi, ce que je me demande, c'est de quoi ils ont peur. Et je pense qu'ils ont peur de l'impact politique des images de ce qu'ils font, en général, en fait, en tout cas dans les manifestations et dans les quartiers populaires. Cette escalade, déjà, elle s'est traduite par les protections qu'on a commencé à ramener en manif qu'on n'avait pas avant. Je sais qu'une première manif loi travail, on avait rien d'autre que notre appareil photo et ça allait. Puis après, on a commencé à prendre des casques et puis des masques à gaz parce que nous-mêmes, on était gazés. Puis des lunettes pour les yeux parce que les coups de flashball, ils commençaient à partir. Etc. Il y a des collègues qui portent des coques pour protéger certaines parties. C'est assez devenu un truc de fou. Et en fait, avec le temps, ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a même interdit d'avoir ces protections. C'est-à-dire qu'on nous a empêchés de faire ce travail dans la mesure où la place d'un journaliste ou d'une journaliste, c'est d'être là où il y a des choses à montrer. Et dans une manifestation, par exemple, là où il y a des choses à montrer, c'est sous les gaz, en fait. Parce que en dehors, tout le monde peut un peu les voir. Quand c'est sous les gaz, il y a des actes qu'il faut montrer. Et si on nous empêche de nous protéger de ces gaz et d'une manière générale des armes de la police qui sont censées viser, si on considère que c'est légitime, hein, mais qui sont censées viser les manifestants et manifestantes, on nous empêche simplement de faire notre travail. Yanis, tu as sélectionné pour nous un certain nombre de photos que tu as prises ces dernières années dans les mouvements sociaux et dans les manifestations qui seraient aujourd'hui très difficiles à produire avec la nouvelle loi. Impossible, en fait. Donc déjà, là, c'en est une pendant le mouvement contre la sélection. C'est pas loin de la Sorbonne. On voit du coup un CRS qui est tout sourire avec un LBD 40 en main. On voit très bien son visage. On voit très bien son visage, on voit très bien qu'il est heureux de faire ce qu'il fait. Ici, on est sur les manifs de 2018 contre la sélection et le pacte, et aussi le pacte ferroviaire. Donc déjà, des grosses manifestations cheminotes et en fait, je pourrais pas faire cette photo qui montre clairement qu'il va le matraquer en plein visage, ce qui n'est pas légal, qui sont à 2 sur lui. Parce qu'on voit le visage d'un des 2 policiers en fait. Le danger c'est que en fait, la police a tous les pouvoirs, clairement. On est en train de passer d'un organe qui est censé être pour protéger les citoyens et lui rendre des comptes à un organe totalement autonome, capable en fait de légiférer puisque on fait des lois suite aux demandes des syndicats de policiers et en fait on est en train de passer d'une police à une milice. Et une milice c'est... Déjà, la police est dangereuse en tant que telle, on le voit, mais une milice, ça l'est d'autant plus en fait. Fiona Lazare alors utilise le terme de milice, vous avez peut-être jugé que c'est exagéré, mais au-delà,
Ce dont il témoigne, c'est d'abord la gradation des violences contre des gens qui témoignent des violences policières contre lui. Par ailleurs, c'est l'incapacité de travailler avec cette nouvelle loi, avec des exemples précis. Alors, moi, j'ai vu dans ce reportage des inquiétudes. J'ai vu des images que ce journaliste prend sur des manifestations et autres. Je ne vois pas en quoi le texte de loi tel qu'il est écrit aujourd'hui l'empêcherait de faire son métier, l'empêcherait de partager ces images qui sont des images de photographes, des images de journalistes qui permettent... plus à ce contact pour prendre ces images-là en se disant « je ne pourrai plus diffuser mes images ». Non, mais justement, il faut qu'on fasse de la pédagogie pour expliquer que à aucun moment, ce texte vise à empêcher les journalistes de faire le travail, vise à empêcher les lanceurs d'alerte de signaler, de remonter des violences policières ou des problèmes déontologiques. Ce n'est pas ça qui est visé dans ce texte. Les photos qu'il montre, elles ne visent pas à porter préjudice à l'intégrité de ces policiers. C'est pas ça qu'il montre dans ces photos. Ce qu'il montre, c'est des scènes d'action sur le terrain. Il fait son travail, il informe. On va continuer à le faire. Quand vous dites on va améliorer le texte sur ce qui concerne les journalistes, est-ce que vous incluez des gens comme ça qui, techniquement, n'ont pas forcément la carte de presse ? On sait très bien que la police française fait une grande distinction entre les gens qui ont la carte de presse et qui n'ont pas la carte de presse. Or, ces gens-là n'ont pas forcément tous la carte de presse, mais ils témoignent depuis 5 ans des violences policières sous ce quinquennat et le quinquennat précédent. L'amendement qu'on propose avec plusieurs de mes collègues... Ils sont souvent d'ailleurs ciblés par les syndicats de police, même personnellement parfois. L'amendement qu'on propose avec plusieurs de mes collègues, c'est d'indiquer que tout cela est sans préjudice du droit d'informer. Donc le droit d'informer, il relève de la presse, des journalistes, mais pas que. Donc oui, des citoyens, des lanceurs d'alerte, des militants, des manifestants pourront continuer à partager ces images dès lors qu'ils ne visent pas à taper sur le policier ou à encourager des menaces envers ces policiers. Alors, je voudrais vous soumettre une citation de Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID et co-rapporteur de la loi pour le groupe LREM sur cette loi, donc le 5 novembre à l'Assemblée nationale. À ce moment-là, il parle des caméras embarquées, qui est un autre texte. Les caméras embarquées sur les policiers, qui est un autre aspect du texte. Mais on va le voir, son propos est bien plus large. La problématique, c'est maintenant de se déniaiser par rapport à toutes ces situations-là. Soyons clairs, d'une manière très certaine, les autorités, l'État en particulier, et les ministères, tout ce qui représente autorité aujourd'hui a perdu la guerre des images. On est en train de perdre la guerre des images. Pourquoi ? Parce que sur les médias, sur les réseaux sociaux, vous êtes alimenté par des films qui sont pris et qui sont, pour la plupart d'entre eux, qui oublient de prendre la part avant et la part d'après. Et donc, vous êtes, à un certain moment, assaillis de ces images-là et qui vont tous dans le même sens. Donc, l'idée, c'est aussi, à un certain moment, de dire « oui, vous avez fait voir ça, mais nous, on a tout ça à vous faire voir » et à faire en sorte d'arriver à avoir un contre-pouvoir là-dessus et de reprendre le terrain sur la guerre des images que nous avons perdue. Fiona Lazare, est-ce que c'est un texte de guerre ? Non, c'est très certainement pas un texte de guerre, c'est un texte de protection, un texte qui vise à protéger les policiers. On veut regagner la guerre des images qu'on est en train de perdre juste parce que des gens ont des smartphones et que des journalistes filment des choses. Je pense qu'il faut faire attention avec le terme guerre qu'on emploie un peu à tort et à travers. Et ici, je ne pense pas que ce soit une guerre que nous menons. Ce que nous souhaitons, c'est protéger davantage les policiers pour qu'ils puissent exercer leur mission de manière convenable, sans craindre pour leur sécurité, leur vie familiale et autres. C'est ça que nous visons. Donc non, ce n'est pas une guerre, mais la question, on est dans une société de l'image, c'est une réalité. Les réseaux sociaux font monter les images. Et je pense que c'est important aussi qu'on puisse avoir, plutôt que des extraits très sélectionnés par un militant ou un autre, de savoir comment s'est passée la scène dans son contexte global. Et ça, c'est le travail des journalistes d'abord. Et puis, ça peut être aussi permis par des outils qui peuvent être déployés par ailleurs. Pascal. Oui, alors la guerre, le terme est utilisé par Fauvergue, c'est lui-même qui l'utilise. On retrouve également cette guerre des images dans le nouveau schéma du maintien de l'ordre qui a été présenté par le ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, je fais une parenthèse, l'article 24 concernant le droit de filmer ou de diffuser les policiers a été un rajout également du ministre de l'Intérieur. Donc, et l'intention était bien, comme il l'a dit devant des syndicats de police, de tenir une promesse auprès d'eux afin que les policiers soient désormais floutés. Donc, non, mais c'est son objectif, c'est important. Non, mais pour l'intention, enfin, c'est important quand même de savoir comment a été rajouté cet article pour reprendre, d'où il vient et pour quelles raisons il a été rajouté. Et ensuite, la guerre des images, effectivement, qu'elle existe, puisque dans le nouveau schéma du maintien de l'ordre,
il est expliqué qu'il y aura également des images tournées par les policiers, qu'il faut contrer l'information, qu'il faut l'encadrer. Il y a une véritable volonté, en fait, du ministère de l'Intérieur de mener une véritable guerre contre la diffusion, effectivement, de violences policières et de faire en sorte qu'elles soient non seulement non visibles, mais contestées par les autorités, qui est dans le déni. Parce que rappelons-nous aussi les propos du président, qui est de dire non, il n'existe pas de violence policière. Guerre des images, guerre des mots. Complètement. Ouais. Mais là-dessus, quand même, je me permets de rebondir. Moi, typiquement, je fais partie de ceux qui militent pour généraliser les caméras piétons pour les policiers, les caméras embarquées dans les véhicules. Pourquoi ? Pour, d'une part, bien sûr, protéger les policiers, qu'on puisse avoir des preuves, mais aussi pour protéger les manifestants, pour qu'on ait des preuves s'il y avait des actes délictueux ou un manque de déontologie de la part des policiers. Je pense que ce sont des outils technologiques qui nous permettraient, s'ils étaient mieux utilisés, s'ils étaient davantage déployés, mieux encadrés, de remettre de la confiance entre la police et les citoyens. Oui, il y a beaucoup de travail, on le voit dans cette émission pour ça. Merci en tout cas Fiona Lazard d'être venue, de vous être prêtée au jeu avec moins de frilosité. En tout cas, ça on peut le saluer, que certaines de vos collègues. Merci Pascal Pascariello. On te lit bientôt sur Mediapart. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, petite séance de rattrapage. On reste sur notre thématique, hasard du calendrier ou pas, le livre blanc de la sécurité intérieure censé définir les grandes évolutions en matière de sécurité française pour les prochaines années. Mediapart se l'est procuré, un cocktail très raccord. Vous pourrez le lire avec la loi sécurité globale puisqu'il prône le renforcement des technologies de surveillance, celui du contrôle de l'information par le ministère et fait l'impasse sur les violences policières ainsi que le suivi disciplinaire des forces de l'ordre. Décidément, on tourne en rond. Du Covid à lire également sur Mediapart. Amélie Poinceau explique comment l'arrivée imminente d'un vaccin contre la pandémie fait oublier un autre vecteur important pour éviter que ces épidémies se reproduisent, la préservation des écosystèmes. Notre journaliste fait la recension de plusieurs ouvrages récents sur le sujet. Covid toujours, mais dans sa version complotiste cette fois. Les amis de Partager, c'est sympa, ont vu le documentaire Hold Up, dont on parle beaucoup ces jours-ci, dont on reparlera mercredi dans À l'air libre. Loin d'un simple fact-checking sur les contre-vérités du documentaire, Partager, c'est sympa répond à 3 questions plus fondamentales. Comprendre ce qui se passe, comment on en est arrivé là et quelle réponse collective aux errements de la pensée en cette période troublée. C'est l'heure de notre Ailleurs dans le monde avec aujourd'hui dans Mediapart une grande enquête en 2 volets sur la diplomatie française. Cette enquête de René Bachmann, la diplomatie selon Macron, le coup d'éclat permanent. Consultant international de Mediapart, René, bonjour, tu es avec nous aujourd'hui, comment ça va ? Ça va très bien, merci Mathieu. Alors René, tu as parlé au cours du dernier mois à des diplomates français et étrangers en fonction ou à la retraite des experts en relations internationales, experts la plupart sans concession, qui qualifient le bilan d'Emmanuel Macron sur la scène internationale au mieux de décevant, au pire de calamiteux. Les coups d'éclat dont tu parles, René, on s'en rappelle au moins de quelques-uns, à peine élus, c'est Emmanuel Macron qui reçoit en grande pompe le président russe Vladimir Poutine à Versailles, qui dîne ensuite à la Tour Eiffel avec l'Américain Donald Trump pour tenter de le faire rester dans l'accord de Paris, en vain, ou bien, plus récemment, ces visites du président français au Liban pour exhorter les partis politiques libanais à constituer un gouvernement, comme ici, le 6 août, juste après l'explosion meurtrière dans le port de Beyrouth. C'est le temps des responsabilités pour le Liban aujourd'hui et ses dirigeants. Il faut rebâtir la confiance et l'espoir. Elle ne se décrète pas, elle ne se reconquiert pas du jour au lendemain. Mais elle suppose une refondation d'un ordre politique nouveau. René, ces initiatives, elles ont été très médiatiques, mais tu écris qu'elles n'ont pas forcément eu les résultats escomptés. C'est quoi le caractère de la politique diplomatique de Macron ? Comment on pourrait la résumer ? On peut dire qu'elle est arrogante, on peut dire qu'elle est naïve en même temps, on peut dire qu'elle est suffisante dans le cas de Beyrouth, on peut dire qu'elle est disruptive dans ses paroles, mais qu'elle n'est pas très efficace dans les actes. On peut dire surtout que, comme l'un des experts que j'ai interrogé, que Macron est très bon en dissertation, mais pas très bon en travaux pratiques. C'est ce qui s'est passé, ce que j'ai constaté en interrogeant les spécialistes, et les diplomates et les experts sur, disons, ce que Macron a fait depuis qu'il est au pouvoir.
Il y a un dossier particulièrement, tu l'as un peu cité, hein, où cet aspect un petit peu improvisé, parfois émotionnel, arrogant, as-tu dit, de la diplomatie peut s'exprimer, c'est le Liban notamment. Le Liban, c'était un sommet à la fois de l'arrogance, de la naïveté et de la suffisance. Parce que, d'abord, à quel titre le président de la France, pour se pointer au Liban en ayant la prétention de vouloir régler les problèmes libanais, à quel titre veut-il faire absolument instaurer une nouvelle forme de gouvernement? À quel titre assigne-t-il au nouveau Premier ministre la fonction d'avoir renouvelé le système politique? À quel titre peut-il exiger que ce soit fait en 15 jours? On peut se le demander. C'est d'autant plus ridicule que le Premier ministre qu'il avait à peu près applaudi, qu'il avait en tout cas approuvé, n'a pas réussi à former un gouvernement. Et l'homme qui a réussi à en former un pour l'instant, c'est celui qui était rejeté par l'ensemble des forces politiques libanaises depuis déjà pas mal de temps à cause de sa corruption. Quand on pense que Macron est arrivé en disant qu'il faut en finir avec le système de la corruption, on voit à quel point la dimension de son échec est colossale. Alors tu évoques un autre dossier qu'il a hérité, c'est l'opération Serval puis Barkhane au Mali, lancée en 2014 par son prédécesseur François Hollande pour contrer les groupes djihadistes au Sahel. En quoi sa pratique de la diplomatie n'a au mieux pas arrangé la situation là-bas? En fait, c'est paradoxal parce qu'il a voulu être disruptif, mais il a été absolument suiviste par rapport à Hollande sur deux dossiers. Le dossier dont tu parles et le dossier de la Libye. Celui dont tu parles qui est vraiment catastrophique. Il a été catastrophique parce qu'il a réussi à récupérer l'opération que Hollande avait lancée après avoir fait la première opération de Hollande qui était, on se souvient, pour empêcher les djihadistes de s'emparer de la capitale du Mali. Ça avait marché. La deuxième phase de l'opération, qui s'appelait l'opération Barkhane, consistait à essayer de se débarrasser des djihadistes sur l'ensemble du Sahel. Ça ne marche pas du tout. Pour une raison très simple, c'est que ce n'est pas une question militaire, pas une question simplement militaire, c'est aussi une question politique de grande ampleur. Pour empêcher les djihadistes d'envahir le Mali et le reste du Sahel, il faudrait faire en sorte que les gouvernements locaux soient plus compétents et que leur honnêteté, leur efficacité ne prêtent pas le flanc à la critique et ne prêtent pas le flanc au ralliement de leurs citoyens à des gens qui prétendent faire mieux. Ce qui se passe. En fait, on a continué à faire de la politique militaire, on n'a absolument pas pensé à revoir le système de fonctionnement de ces États. C'est ce qu'il fallait faire et qu'il n'a pas fait. Et dans la suite de cet article que tu publies ce soir sur Mediapart pendant que vous regardez cette émission, tu parles d'autres dossiers, notamment de sa stratégie manquée face à Donald Trump, notamment dans le conflit israélo-palestinien, avec notamment les commentaires de Gérard Araud, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, proche d'Emmanuel Macron et pourtant assez critique. Oui, même très critique, on peut dire. Il était très proche, en effet. Il a été parmi les gens qui l'ont conseillé avant qu'il soit président, quand il était seulement candidat. Il venait de quitter ses fonctions d'ambassadeur à Washington. Araud, c'est pas n'importe quel diplomate, c'est un diplomate de très bonne qualité. La preuve, c'est qu'il était successivement représentant de la France à l'ONU, puis ambassadeur à Washington. Donc c'est un ambassadeur de premier rang, de première qualité. Et n'empêche qu'aujourd'hui, il est assez critique pour Macron, notamment en raison du manque d'efficacité de sa politique. Et aussi en raison d'autres caractéristiques qui sont le fait que, par exemple, dans l'affaire de Tiffany, dont on parlera peut-être ou peut-être pas, les gens pourront toujours trouver cette histoire dans Mediapart, il est estomaqué de la façon dont le Quai d'Orsay a fonctionné. Araud, c'est un personnage important du Quai d'Orsay, et il dit de Mediapart beaucoup de bien probablement, j'espère. Il dit de Macron il fait probablement sur Macron beaucoup de critiques parce que Macron face à Trump a été très faible. Il n'a pas pris l'initiative. Par exemple, au moment où Macron a entendu Trump lui dire qu'il allait abandonner le pacte international. D'accord, sur le climat. Sur l'Iran, le nucléaire iranien, il n'a pas du tout défendu, il n'a pas assez défendu l'accord. Et il a commencé par le défendre, puis il a fini par se rallier à la position de Trump. C'était exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Si Trump, au tout début, avait eu en face de lui quelqu'un qui lui avait résisté, peut-être les choses auraient été plus compliquées pour lui.
Et les diplomates expliquent aussi, d'abord, qu'ils ne sont pas toujours très consultés, notamment au Quai d'Orsay. Ils expliquent aussi un peu les mêmes errements sur le conflit israélo-palestinien, géré, c'est vrai, beaucoup, enfin, géré ou pas trop par Donald Trump, mais en tout cas, pareil, la France n'a pas eu d'impulsion décisive là. Non, du tout, au contraire. Elle a été très. J'ai un diplomate qui m'ont parlé, m'ont dit que sur la question israélo-palestinienne, mais aussi sur d'autres, mais en tout cas là, c'est très très visible. Macron a été très pragmatique et surtout il était très partisan du statu quo. Il considérait que Netanyahou avait obtenu une espèce de statu quo avec les Palestiniens, même si c'était extrêmement en défaveur des Palestiniens, il s'est tenu au statu quo. Et la preuve de ce statu quo, c'est que lorsque Trump a présenté ce qu'il a appelé lui-même l'accord du siècle, qui n'en était pas un, au lieu de dire attendez, cet accord ne correspond pas à tout ce qui a été signé jusqu'à présent, Macron se contentait de dire qu'on verra bien ce que ça va donner et de dire qu'on allait étudier l'accord. Il ne fallait pas l'étudier, il fallait dire que cet accord ne correspondait pas à ce que d'abord prévoient les traités internationaux, et ce que ne prévoyait pas ce que les Israéliens et les Palestiniens avaient signé avant, était totalement en désaccord avec ce qui était possible pour régler la question israélo-palestinienne. Merci beaucoup René, tu es consultant international de Mediapart et on peut lire tes 2 enquêtes très documentées sur la diplomatie française et plus particulièrement la politique d'Emmanuel Macron sur Mediapart. À bientôt René. Voilà, à l'air libre c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain, portez-vous bien.